Pourquoi il est toujours en Thaïlande? Est-ce que tu sais combien tu me dois? Mais j'ai pas de cash. Tu veux un contrat? Tu vois, on cherche à élargir nos opérations. On aimerait que tu nous aides. Tu t'en vas en Thaïlande. Ça fait 15 ans. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube pour vous parler de films, de séries et de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 avril 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier sur Netflix. Ça s'appelle Suspect numéro 1. C'est un film de 2020. La durée, c'est 2h05. C'est pour les plus de 16 ans. C'est avec Antoine-Olivier Pilon, Josh Hartnett et Stephen McHattie. Le genre, c'est canadien, policier, thriller. Et maintenant, voici l'histoire. Un ex-héroïman est poussé par une fausse organisation criminelle dans une histoire d'importation d'héroïne de la Thaïlande vers le Canada. Un policier se sent humilié au travail et décide de prendre un raccourci pour augmenter la performance de son équipe. C'est donc un excellent film sur Netflix que je vous conseille de voir. C'est inspiré d'une histoire vraie en plus. Donc, pour résumer, donc c'est un junkie, un ex-junkie plutôt, parce qu'il se droguait. Il a décidé d'arrêter la drogue et donc il a travaillé dans la forêt canadienne pendant 6 mois, donc 6 mois sans drogue. Et ses parents l'ont laissé un peu tomber puisque ils veulent pas lui prêter d'argent. Évidemment, quand c'est un junkie, on les croit pas les junkies parce que les junkies, ils sont accros à la drogue et ils sont prêts à raconter n'importe quoi, à mentir. Donc les junkies sont toujours des gens violents, menteurs, sournois, qui volent leur propre famille. Donc sa maman refuse de lui donner son numéro de carte de crédit pour payer l'essence, pour mettre l'essence dans sa moto. Donc ça commence comme ça au début. Donc il est sorti d'un mois de travail donc dans la forêt canadienne. Il a été payé par chèque et il a besoin de liquide, d'argent liquide pour payer le garagiste, enfin payer l'essence pour sa moto. Et sa mère refuse de donner son numéro de carte de crédit parce que elle pense que ça va être encore pour la drogue. Évidemment, les junkies, on les croit pas, les junkies. Il n'y a rien qui compte plus à un junkie que la drogue. Ils seraient prêts à vendre père et mère et leurs propres enfants d'ailleurs pour un peu de drogue. Donc un drogué, évidemment, ça reste un drogué et c'est un drogué à vie. Donc même ce junkie qui a arrêté la drogue pendant 6 mois, il va retomber, il va replonger. Mais en même temps, c'est un petit voyou, comme tous les junkies, c'est des gens qui sont prêts à voler pour se payer leur drogue. Mais c'est pas un criminel, quoi. Ce gars-là, ce Canadien, c'est pas un criminel, c'est pas quelqu'un d'important, il a pas de casier. C'est juste un junkie, quoi. C'est juste un petit drogué, comme il y en a des milliers, donc en France ou en Belgique, au Maroc évidemment, puisque beaucoup de drogues viennent du Maroc. Même le gouvernement donc le gouvernement marocain a autorisé la production de hashish. Donc donc la drogue vient aussi bien de l'Amérique du Sud que du Maroc, qui est le premier pays exportateur de hashish au monde. Mais après, la cocaïne, ça vient d'Amérique du Sud, comme tout le monde le sait, ça vient souvent de Colombie. Donc là, on est au Canada, on n'est pas en Europe. Et ce petit junkie, en fait, qui n'est pas si méchant que ça, il se fait avoir. Il va se faire voler, donc il va échanger le chèque contre de l'argent liquide. Et la première nuit, il a essayé de trouver le logement que son copain lui avait promis, moyennant une somme d'argent qu'il avait déjà versée. Et en fait, le chalet a déjà été loué à une autre personne. Et il va chercher son copain, mais en fait, entre junkies, son copain c'est un junkie, et les junkies sont jamais fiables. Donc il faut jamais faire confiance à un junkie, il faut jamais faire confiance à un drogué. Personnellement, j'ai jamais touché la drogue et j'y toucherai jamais. Et effectivement, je ferai jamais confiance à un drogué parce qu'il faut être complètement stupide, complètement demeuré pour faire confiance à un drogué. Droguer un jour, droguer toujours. Donc les junkies, c'est des drogués à vie. Il faut pas leur faire confiance. Et donc ce junkie a fait confiance à son copain de drogue, son copain junkie. Il s'est fait avoir. Et non seulement il n'a pas loué le copain, donc il n'a pas loué le chalet qu'il devait louer, mais donc il le retrouve sur un bateau et dans la nuit, son copain junkie lui vole tout son argent.
Donc évidemment, les junkies, l'amitié, rien à foutre, la drogue passe avant l'amitié, passe avant la famille, passe avant tout. Donc pour un junkie, pour un drogué, c'est la priorité, c'est la drogue. Donc voilà, je vous dis ça parce que faut faire un peu de prévention, mes amis. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans la drogue, c'est de ne jamais y toucher. Donc les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour la drogue, voler, tuer, vendre leur corps évidemment. Donc la plupart des filles qui se droguent, de toute façon, vendent leur corps. Elles se prostituent. Voilà, parce que, je veux dire, la drogue, c'est quand même leur priorité, mes amis, avant tout, avant leur fierté, avant leur honneur, avant tout. Donc, pour revenir à ce junkie, oui, donc j'ai aimé cette histoire. Il y a ce journaliste, ce brillant journaliste, qui est assez intéressant parce que c'est Josh Hartnett et c'est quelqu'un, celui qui a la moustache, c'est quelqu'un qui est connu évidemment dans le cinéma et qui joue le rôle d'un journaliste connu, d'un investigateur. Donc il enquête sur aussi bien des trafics de drogue qu'autre chose. Et donc ce journaliste va enquêter sur cette affaire parce qu'on dit que il y a un trafiquant de drogue qui a été arrêté en Thaïlande et c'est un Canadien. C'est soi-disant, comment dire, un gros bonnet de la drogue, quelqu'un avec un casier, mais en fait, non, il n'a pas de casier, on l'a confondu avec un autre. C'est juste un petit junkie canadien qui s'est fait arrêter en Thaïlande. Et pourquoi il est revenu en Thaïlande, lui qui était déjà venu, mais en fait, il n'avait jamais importé de la drogue au Canada. Il était en Thaïlande et toute la drogue qu'il avait achetée, c'était pour sa consommation à lui. Les junkies, c'est d'abord la consommation, même si souvent ils revendent la drogue, donc ils dealent aussi, mais la priorité c'est leur consommation à eux. Donc ce junkie, en fait, lui, quand il a de la drogue, il la consomme. Et ce petit junkie, donc il avait consommé toute sa drogue donc en Thaïlande pendant ses vacances, et quand il était rentré au Canada, il n'y en avait plus. Et donc les policiers, enfin certains policiers véreux vont se servir de lui pour monter une affaire, pour l'envoyer donc en Thaïlande, mais quand il n'a pas d'argent, en fait, ces policiers canadiens vont lui payer le billet de voyage, en fait, le billet d'avion, pour aller donc en Thaïlande, va lui payer l'hôtel, va lui payer tous les frais, pour qu'il puisse aller en Thaïlande, acheter de la drogue, et à ce moment-là, ils vont le prendre en flagrant délit, avec le concours de la police thaï. Donc ils vont l'arrêter, lui et 3 autres personnes. Et tout ça, c'est une histoire complètement montée par des policiers véreux canadiens qui voulaient faire du chiffre, qui voulaient voilà, se faire bien voir, obtenir des médailles, obtenir de l'avancement. Et ils ont bénéficié de, comment dire, de l'aide de la police. Ils ont récupéré 60 000 $ canadiens pour payer un petit trafiquant qui est leur complice en fait, qui leur indique. Donc ils ont payé, leur indique a demandé 60 000 $, je crois. Et donc leur a dit ouais, c'est un gros bonnet de la drogue, il a déjà importé de la drogue de la Thaïlande vers le Canada, mais en fait c'est juste un junkie. Donc ce petit trafiquant va faire croire à ce junkie qu'il est de mèche avec des gens importants, des trafiquants de drogue importants, mais en fait c'est des flics. Oui, parce que les flics, ils infiltrent tout aussi, donc il faut se méfier de la police. La police se fait passer des fois pour des trafiquants de drogue. Et quand tu es un dealer, tu dois te méfier de tes copains, de tes amis. Tu dois te méfier de ceux qui se font passer pour des trafiquants de drogue alors que ce sont des policiers. En fait, un trafiquant de drogue, un dealer, voilà, quelqu'un comme ça, enfin, un voyou, il doit se méfier de tout le monde. Il peut pas faire confiance à personne, même à ses amis. Et en plus, dans la drogue, il faut savoir que dans la drogue, t'as pas d'amis parce que toi-même, tu es prêt à faire n'importe quoi pour la drogue, mais tes amis, ils sont dans le même cas. Les amis qui se droguent, ils vont faire n'importe quoi aussi pour la drogue, ils vont te vendre, évidemment, ils vont te vendre à la police, etc. Donc, un drogué, un dealer ne peut avoir confiance en personne. Il ne peut pas faire confiance, voilà. Il faut qu'il se méfie de tout le monde. Excellent film, donc c'est tiré d'une histoire vraie, donc je vais pas faire tout l'inventaire du film, toute l'histoire. Bon, ce gars-là, on le voit très vite qu'il se retrouve en prison, dans une prison thaï, et les prisons thaï, ça n'a rien à voir avec les prisons françaises.
C'est des espaces où vous vous retrouvez tous ensemble, vous dormez tous ensemble et tout, et vous avez toujours des chaînes aux pieds. Donc vous êtes toujours enchaînés, voilà, du matin au soir, et vous êtes livrés donc aux détenus, à la violence, etc. Donc vous faites des séjours à l'infirmerie. La durée de vie d'un prisonnier n'est pas très très grande. Et en plus, si c'est un non-taille, si c'est pas un taille, sa durée de vie est encore plus courte. En fait, elle est 2 fois plus courte. Donc généralement, vous faites pas de vieux os, bien qu'il y a eu. Je me souviens, j'avais lu un livre d'un Anglais qui s'était fait prendre dans une prison taille. Je crois qu'il était innocent en plus. Et il restait des années dans une prison taille. Donc vous pouvez soit mourir et être exécuté, puisque la peine de mort existe, ou vous pouvez faire 100 ans dans la prison. C'est-à-dire rester jusqu'à votre mort, puisque là, il n'y a pas de remise de peine. Il n'y a pas, comme en France, la prison à vie, en France, n'existe pas. C'est-à-dire que la durée maximale d'un enfermement en France, c'est 20 ou 25 ans, je crois. Et en Thaïlande, ou comme dans d'autres pays, c'est 100 ans. C'est-à-dire qu'on vous condamne à 100 ans parce qu'on sait que vous n'en sortirez pas. Parce que à l'âge que vous avez plus 100 ans, ça m'étonnerait que vous ayez l'espoir de sortir de la prison. En même temps, c'est des prisons qui coûtent pas cher parce qu'on leur donne pas grand-chose à manger. Un prisonnier en Thaïlande ou aux Philippines, par exemple, enfin surtout en Thaïlande, ça coûte pas cher. Donc ça coûte pas cher, contrairement en France où tu mets quelqu'un en prison, ça coûte cher. Donc tu as intérêt, enfin le gouvernement, l'État, la nation, quoi, a intérêt à les faire sortir le plus vite possible des prisons françaises, parce que ça coûte un prisonnier en France, ça coûte énormément d'argent. Donc à moins de faire des prisons qui coûtent moins cher ou de recréer un bagne, de les exiler, je sais pas moi, sur une île pour qu'ils se démerdent, donc, ou de remettre la peine de mort pour se débarrasser des prisonniers, mais on ne peut pas garder des gens en prison en France. C'est pour ça que la plupart du temps, on leur met un bracelet électronique et on les laisse en liberté. Et on a vu d'ailleurs ce gamin de 15 ans, je crois, qui a violé et tué une petite fillette de 5 ans. Bon, il avait déjà violé des enfants. Et en fait, on l'a à nouveau laissé en liberté parce qu'on peut pas mettre tout le monde en prison, on peut pas mettre tous les violeurs, les assassins en prison en France parce que ça coûterait trop cher. Donc il n'y a pas assez de place en prison, mais les prisons, les prisonniers coûtent trop cher. Donc à moins de remettre la peine de mort ou de faire en sorte que les prisonniers coûtent moins cher en leur donnant moins de confort, moins de nourriture, créer des bagnes peut-être, comme on peut faire des prisons comme en Thaïlande, les mettre tous dans une même pièce, enchaînés et tout, plutôt qu'ils aient des cellules individuelles. Je sais pas, voilà, il faudrait peut-être remettre la peine de mort déjà. En tout cas, les prisons françaises coûtent énormément cher, mais les prisons belges également d'ailleurs. Donc il faudrait trouver des solutions parce que actuellement les criminels, les assassins, les violeurs sont toujours en liberté et peuvent vous tuer au coin de la rue, peuvent tuer vos enfants, comme on a vu avec ce jeune violeur assassin qui donc a tué la petite fillette de 5 ans. Bon, le juge l'a laissé en liberté et il a été libre de violer cette petite fillette de 5 ans et de la tuer. Donc effectivement, les criminels et les violeurs sont en liberté. En France, ils peuvent violer et tuer quand ils veulent vos enfants. Donc ça se passe comme ça en France, mes amis. Donc il ne faut pas critiquer trop d'autres pays. On voit ce qui se passe en Thaïlande, on voit ce qui se passe donc en Arabie Saoudite, au Qatar, tout ça, où ils exécutent à tour de bras. Même pendant le Ramadan, il me semble qu'ils ont exécuté 30 personnes. Donc voilà, la peine de mort existe toujours dans ces pays-là. Et on enferme très facilement et on exécute très facilement, mes amis, parce que on ne veut pas s'encombrer avec des prisonniers qui devraient sans doute être gardés à vie et qui coûteraient excessivement cher. Donc il vaut mieux les tuer une fois pour toutes et comme ça on se débarrasse de la vermine. Mais en France, en Belgique, on ne veut pas se débarrasser de la vermine. Donc la vermine, les cafards, les criminels, les assassins, les violeurs, eh ben, ils ont toute la liberté pour commettre leur crime à nouveau. Voilà. Ils peuvent récidiver autant qu'ils veulent, puisqu'ils savent qu'il n'y aura pas de peine assez sévère pour eux. Voilà, bon, mais c'est suspect numéro 1. Pour revenir à ce film, ça se passe moitié au Canada, moitié en Thaïlande. Je valide à 200% parce que c'est une histoire vraie. On voit ce journaliste courageux confronté à la police, malheureusement. Donc la police canadienne qui a fait pression sur la police thaï
pour qu'il boucle cette affaire, alors que cette affaire, elle sent le pourri, elle sent l'œuf pourri, mes amis, parce que effectivement, ce junkie, il n'a pas les épaules pour être un caïd de la drogue, un importateur de drogue. Il n'a pas du tout les épaules pour ça. Donc on lui a donné donc une charge trop lourde pour lui, et on lui a taillé un costume qui lui va pas, quoi. On lui a taillé un costume de criminel endurci, de délinquant avec un casier alors qu'il n'a pas de casier, que c'est un pauvre gars, un pauvre junkie, mes amis, qui n'aurait jamais été très très loin. Enfin voilà, on lui a taillé un costume qui lui va pas du tout, et ce journaliste canadien va faire des efforts énormes au prix de sa vie privée, quoi, puisqu'on va menacer sa famille. Les policiers véreux vont menacer sa femme, son bébé, etc. Parce que c'est des policiers véreux qui se protègent entre eux, voilà. Donc il faut savoir, il y a toujours eu des policiers véreux, il y aura toujours des policiers véreux, on n'y peut rien, comme il y aura toujours des junkies, malheureusement, et on n'y peut rien, mes amis. Bon, c'est un excellent film, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao. De la drogue? Je crois pas que ce gars-là soit un génie du crime. Donne-moi 2 jours sur place et je reviens avec un scandale national. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux pas payer pour ta protection? T'es pas censé être un baron de la drogue? T'as le choix, soit tu me racontes ce qui s'est vraiment passé, soit tu rates ta seule chance de sortir d'ici.